Bonjour à tous. Je vois que petit à petit les participants arrivent dans la salle. On va attendre 30 secondes pour pouvoir démarrer à 12h30 moins 30 secondes pour être vraiment à l'heure et pour faire mentir tous ceux qui disent que les Français ne savent pas démarrer un webinaire à l'heure. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir François-Joseph Viallon. C'est la première fois que j'ai un vendeur d'entreprise, quelqu'un qui a piloté, qui a créé une entreprise de zéro, qui l'a pilotée et qui a passé la main à un entrepreneur. Et je pense que c'est très intéressant de savoir ce qui se passe dans la tête d'un vendeur qui a déjà vécu cette transmission qui est un petit peu une façon de couper le cordon ombilical. Bonjour François-Joseph, Salut Agnès et merci pour l'invitation. tout va bien? Tu m'entends bien? Je t'entends bien, il fait pas trop chaud à Marseille, j'ai la clim, donc tout va. Je survis. Ouais. Bon, parfait. Alors, on va passer 60 minutes au frais, mais dans la chaleur en fait des discussions, de négociations et dans la tête d'un vendeur quand il commence à préparer le processus de vente. Je vais partager mon écran. Il est 12h31. Nous allons démarrer. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je vais le mettre en mode plein. Ok, parfait. Si jamais ça saute, n'hésite pas à me le dire. Je reviendrai tranquillement triturer Zoom. Voilà, ce webinaire fait partie d'une série de webinaires autour de la reprise d'entreprise. Aujourd'hui, nous avons un spécial focus sur la psychologie du vendeur. Je vous promets qu'il n'y aura aucun jargon financier, que vous pouvez investir et racheter une entreprise sans dépenser une fortune en moins de 12 mois avec cette méthode du private equity dopée par la tech. Et c'est mon grand plaisir aujourd'hui de recevoir François-Joseph Viallon, qui est le fondateur de Scale to Sell et qui a travaillé d'abord dans des grands groupes, puis chef d'entreprise et vendeur de cette entreprise avant de fonder un programme d'accompagnement des vendeurs. Nous allons voir notre agenda d'aujourd'hui. Il est très dense. D'abord, nous allons nous présenter et expliquer en quoi notre expérience est tout à fait relevable pour tous les thèmes que nous allons vous présenter. Nous allons aussi voir pourquoi vous êtes là aujourd'hui et pourquoi vous avez envie de reprendre une entreprise. Je parcourrai les trois secrets des investisseurs professionnels assez rapidement pour laisser le plus de place à la partie se mettre dans la tête d'un vendeur par François Joseph et comment naviguer en face d'un vendeur parce que c'est clé de comprendre la réalité et les mauvais réflexes que l'on peut avoir. Enfin, je parcourrai les 5 mauvaises raisons pour abandonner son projet de reprise d'entreprise. Également, je vous montrerai un peu le Tech Playbook, mais ce n'est pas vraiment le sujet principal de ce webinaire. Et je vous ouvrirai mon programme dédié aux repreneurs CEO Fast Track. Mais tout de suite, passons à notre présentation. Qui nous sommes et pourquoi nous faisons ça? Donc, je suis Agnès Hugo. J'ai 20 ans d'expérience dans le private equity, d'abord dans des fonds d'investissement à faire des financements de type management buyout, mais aussi de la restructuration, puis dans des banques. J'ai également passé 10 ans dans l'opérationnel en tant que chef d'entreprise et directeur général d'une fintech et directeur général adjoint d'un grand groupe dans l'immobilier. J'ai dû déployer à peu près 2 milliards d'euros dans ma carrière de financement et analyser plus de 500 transactions. Mon parcours a démarré à HEC il y a très longtemps et où j'ai décidé derrière de rentrer dans un réseau d'audit parce que quand on sort d'une école de commerce, en fait, on ne sait rien faire et je voulais découvrir l'entreprise, le plus possible d'organisation et aussi aller travailler aux États-Unis. J'en suis revenu diplômé d'expertise comptable et je voulais changer de voie. Je voulais véritablement rejoindre les métiers de l'investissement. C'est ce que j'ai fait après mon MBA à l'INSEAD, puisqu'Apax Partners m'a fait une offre et j'ai rejoint le bureau de Paris où j'ai démarré ma carrière d'investisseur à restructurer des management buyouts qui étaient défaillants. Ça m'a permis de rejoindre une banque et créer un fonds de restructuration pour récupérer des actifs qui avaient été payés très cher pour 1 euro. Et ensuite, je voulais avoir un parcours européen, donc j'ai rejoint une banque qui se créait, Landsbanki à Londres. Nous avons financé des entreprises, des PME, dans beaucoup de pays en Europe, dans tous les secteurs. Ça pouvait être à la fois du service, comme des écoles, ou un site web vénéré, mais également tout ce qui est B2B ou distribution. Ensuite est arrivée la grande crise financière en 2008. Ça a été une période terrible, très dure pour tout le monde, puisque les banques faisaient faillite les unes après les autres.
Et là, j'ai vu une opportunité de créer le premier fonds de dette privée en France qui était réglementairement possible, à Louis Investissement. J'ai levé des fonds un peu à la mode d'un search fund avec des financements venant de Capzanine et de 1, 2, 3 Ventures qui aujourd'hui sont très connus puisqu'ils gèrent plusieurs dizaines de milliards d'euros dans des fonds de type mezzanine ou en direct dans des participations dans des sociétés. Pour des raisons réglementaires, nous n'avons pas pu déployer le capital et donc j'ai rejoint l'équipe de Alvarez Marsal, spécialisée secteur bancaire, car c'était le secteur qui défrayait la chronique. Et on m'a envoyé à Athènes pour regarder ce qui se passait du côté du secteur bancaire grec. Et c'est là où j'ai fait les premières M&A, les premières opérations de M&A dans les banques, puisque les banques françaises voulaient sortir de ce pays et voulaient mettre en vente leurs grosses filiales en Poriki et Geniki. Ensuite, j'ai eu un petit garçon et pour des raisons personnelles, nous avons déménagé à Singapour, où là, véritablement, je suis tombée dans la trend tech, puisque Singapour voulait devenir le hub de l'Asie pour tout ce qui est fintech. Et j'ai lancé le projet de plateforme de financement de PME, Fast Track Trade, en partenariat avec Prudential, de zéro, en récupérant un gros budget marketing de 500 000 dollars. Et nous avons créé le code qui s'appuyait sur de la blockchain pour sécuriser toutes les transactions et permettre l'accès au financement à des TPE-PME qui ne pouvaient pas avec des banques classiques. J'ai été également invitée à la table ronde de Theresa May, Premier ministre à l'époque, au moment du Brexit, pour parler de tous ces mécanismes de plateforme et comment ça pouvait continuer à développer en fait le commerce international. J'ai été aussi invitée à plein de forums pour parler de ces sujets puisqu'ils étaient naissants sur les plateformes, la blockchain, notamment par l'AFC qui est la banque des Nations Unies mais également à l'OCDE, au WTO. Et tous ces mécanismes-là étaient encore étrangères aux pays européens. De retour en France, juste avant le Covid, je ne l'ai pas fait exprès, mais j'ai réussi à partir de Singapour 6 mois avant. Je me suis installée à Station F, dans le launchpad de l'INSEAD, pour lever des fonds, pour développer, continuer à développer Fast Track Trade. Et puis, avec le premier confinement, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être possible. Et donc, j'ai recherché un travail. On m'a fait une offre pour rejoindre un grand groupe immobilier de 530 millions d'euros de chiffre d'affaires en tant que DG adjoint. Et ma première grosse mission, ça a été de gérer une attaque cyber, puisque le groupe était ouvert, on pouvait googler à peu près sur n'importe quoi, et il y avait très peu de processus et de sécurité. Et donc pendant un an, nous avons géré ce groupe en mode détérioré pour essayer de prévenir d'autres attaques et pour tout nettoyer, avec bien entendu l'aide de plateformes pour pousser les mécaniques de patch. J'en suis sorti exténué et j'ai commencé à réfléchir sur ce que j'aimais vraiment faire et là où je pouvais vraiment avoir un effet démultipliant. Moi, les PME et leurs équipes dirigeantes, c'est ce qui m'a toujours fasciné depuis que j'ai commencé à travailler, puisque c'est là où il y a le vrai entrepreneuriat. En plus, j'adore travailler dans des cadres de MBI qui sont beaucoup plus compliqués que des management buyouts, parce que le futur CEO ne connaît rien à la boîte. Et je trouve que c'est là, précisément, que mon expérience et ma méthodologie peuvent créer un vrai avantage. Du coup, j'utilise l'enseignement que j'ai pu faire dans le cadre de programmes de finance à HEC Paris et à Schema, et je le mets maintenant à la disposition de repreneurs qui n'ont jamais fait de fusion-acquisition de leur vie. Donc aujourd'hui, je cherche à aider 15 leaders ambitieux à racheter leur première entreprise. Il y a encore de la place pour 3 projets. Et ils vont bénéficier d'un coaching sur mesure, d'un playbook digital complet, puisque vous avez compris que j'adore la tech et que je sais l'utiliser, ainsi que d'un réseau d'experts comme François Joseph. Donc mon engagement aujourd'hui pour vous, je m'engage pleinement à vous guider pas à pas à travers la même méthode simple et éprouvée que j'ai utilisée quand je travaillais dans le private equity. C'est là où j'ai acquis mon terrain, mon expérience sur le terrain, out of scratch comme on dit, et à travers des cycles qui peuvent être à la fois haussiers ou de restructuration. Et à la fin de ce webinaire, vous allez avoir une compréhension complète de comment vous pouvez acquérir votre société en toute confiance. Et ça ne sera pas que de la théorie, parce que vous allez avoir vraiment une feuille de route pratique conçue pour vous donner clarté, force et élan tout au long de votre parcours d'acquisition. Pourquoi je fais cela? Parce que je crois tout simplement que devenir chef d'entreprise ne devrait pas être réservé à des investisseurs d'élite ou à des experts en finance. Et après plus de 20 ans de pratique en private equity, j'ai vu trop de professionnels talentueux ne pas y arriver tout simplement parce que personne ne leur avait donné ni le code, ni les outils de ce secteur. Et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner une opportunité unique.
Cette méthode peut vraiment changer votre vie en vous permettant de racheter l'entreprise. Voilà pourquoi j'ai demandé aussi à François Joseph de venir et de nous parler de ce qui se passe dans la tête d'un vendeur, car c'est vraiment très important de comprendre comment vous allez engager des discussions et réussir à le convaincre de vous céder son entreprise. À toi, François Joseph. Écoute, après ce parcours détaillé, moi je vais détailler le mien beaucoup plus humble et beaucoup plus, comment dire, petit à comparer de tout ce que tu as pu faire. Je profite pour saluer René qui est peut-être connecté et qui nous a mis en relation et avec qui dont je trouve que la mise en relation a été très intelligente. Donc moi pour me présenter, François-Joseph Viellon, 45 ans, j'habite Marseille. Si je devais retracer un petit peu mon parcours, je dirais 45 ans de chemin non linéaire, un parcours scolaire assez chaotique. J'ai pas pu aller à HEC, moi. J'ai pas fait de prépa. J'ai fait un IUT, puis en fait par étape, on va dire une école d'ingénieur par alternance et une école de commerce en partie en alternance en master spécialisé. Et puis, je suis arrivé sur le marché du travail. Il y a une époque qui était un peu compliquée. 2004, on est en sortie de crise d'Internet. La tech, on ne sait pas forcément le domaine qui est à la mode. Les profils hybrides comme moi, qui connaissent la tech, qui connaissent un peu le commerce, mais qui n'ont jamais vendu quoi que ce soit de leur vie, c'est pas ce qu'on va rechercher. Et donc, en fait, tout ça m'amène à très vite rejoindre des aventures entrepreneuriales avant de créer la mienne. Dans tout ça, je suis papa de deux petits garçons qui ont 12 et 13 ans. L'aîné qui a un TDAH. Et en travaillant avec lui, je m'aperçois que je pense que j'ai la même chose, mais qu'à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que je pense que sur le côté psychologie du vendeur, bah, certains vendeurs que vous avez rencontrés peuvent avoir aussi ce type, je ne vais pas dire de pathologie, mais ce type de caractéristiques. Voilà. Autour de moi, j'ai grandi avec des modèles entrepreneuriaux, familiaux, forgés de succès et d'échecs. Mon père a fait faillite deux fois. Mon grand-père est mort un mois après avoir arrêté de travailler à 88 ans. Je pense que c'est aussi assez proche de ce qu'on peut retrouver chez certains cédants. Donc c'est pour ça que je veux en partie en parler. Aujourd'hui, pour expliquer un petit peu mon parcours professionnel, je vous ai dit que j'avais fait une école d'ingénieur par alternance. Je l'ai fait au sein de Capgemini. J'ai eu la chance en fait de découvrir quelque chose de fantastique quand j'étais en alternance, qui était une période où à la limite je me rêvais être développeur au fond d'une cave parce que moi aussi j'aime beaucoup la tech comme ma nièce. Mais j'ai découvert un truc que je trouvais encore plus fantastique que la tech, c'était un client. Un client qu'il faut apprendre à convertir, qu'il faut apprendre à fidéliser, qu'il faut apprendre à comprendre. Et c'est quelque chose qui est en fait très proche aussi de ce qui va nous ramener à la psychologie d'un vendeur. Et donc en fait, c'est ça qui a déclenché le fait que j'ai envie de poursuivre mes études par un parcours en école de commerce pour comprendre ce que c'était que la vente. Bon, j'ai pas compris qu'en école de commerce, on n'apprenait pas à vendre et qu'on apprenait plutôt à réfléchir et à faire d'autres choses. Mais ça, c'est arrivé après. Et donc, du coup, je suis très vite parti, comme je disais, c'est 2004, c'est compliqué d'arriver sur le marché du travail. J'ai eu la chance de rencontrer des fondateurs qui m'ont fait confiance en me donnant un poste d'intrapreneur dans leur entreprise, où j'ai dû créer une business unit dans une boîte qui se créait. Et ça m'a amené, en fait, 5 ans plus tard, à créer ma propre société Stardust, qui était une société de test informatique qu'on a porté pendant 10 ans avec mes associés. J'étais le porteur du projet, mais on était trois cofondateurs, qu'on a amené à 6 millions d'euros, qu'on a cédé à un groupe américain coté au Nasdaq, mais qui avait la particularité d'être piloté par des Belges. On a cédé le 3 mars 2020, donc une semaine avant que le monde s'écroule en France. En tout cas, que le monde s'écroule, il avait commencé à s'écrouler, mais qu'en France, ça s'accélère. Et du jour au lendemain, il faut voir aussi une chose, c'est que le parcours de vente n'a pas été aussi linéaire que prévu. Enfin, le parcours d'intégration n'a pas été aussi linéaire que prévu, vu que du jour au lendemain, on a perdu 40% de chiffre d'affaires et que le projet pour lequel on avait vendu, en fait, n'est pas le projet qui a fait qui s'est déroulé. Et je reviendrai derrière. Aujourd'hui,
Moi, j'accompagne des dirigeants à passer un cap de croissance. Pour moi, la vente, c'est un cap de croissance particulier, mais c'est un cap de croissance. Et j'ai une approche qui est aussi bien individuelle, en mode sparring partner, manager de transition, en fonction des types de missions, qu'en mode collectif, où j'organise trois choses en mode collectif. J'organise des week-ends de dirigeants à la montagne autour de la marche pour que le dirigeant reprenne du temps pour lui, de façon à se poser et de se dire où est-ce qu'il en est et est-ce qu'il veut vraiment vendre ou est-ce qu'il veut continuer de développer son entreprise. J'ai un parcours que j'ai préparé et qui n'a pas pu s'exécuter sur la première promo de préparation à la vente pendant un an. Et puis, j'organise depuis maintenant quelques temps sur Marseille des rendez-vous de dirigeants. On a fait la première édition le 9 juin, c'était avec Christophe Holnet. On annoncera mardi qui est l'intervenant de notre deuxième édition le 17 septembre et on annoncera très vite qui est la personne qui vient le 15 octobre. Voilà, et ce qui sont aussi des moments de rencontre entre dirigeants. Moi, je pars en fait du principe qu'aujourd'hui, un cap ne se passe pas uniquement avec un plan, mais qu'en fait, c'est les rencontres et la capacité aussi entre un cédant et un vendeur à regarder les réalités en face qui va aider en fait à faire le deal. Voilà. Parfait, mais c'est exceptionnel ce que tu vas nous expliquer là, parce que justement, on n'en parle pas assez à cœur ouvert. Et c'est pour ça aussi que tout un tas d'entreprises aujourd'hui meurent plutôt que d'être reprises par, euh, Ouais, par un il repreneur. faut voir que Voilà. moi, c'était un peu le teasing que j'ai fait quand tu m'as proposé ça. C'est qu'en fait, le fameux chiffre de 300 000 entreprises à reprendre, ça fait 30 ans qu'il existe ce chiffre-là Oui, et oui. que, et qu'il n'a pas évolué. Et que c'est pas parce qu'un dirigeant veut vendre qu'il vendra. Et c'est pas parce qu'on arrive à un moment qu'une entreprise est reprenable. Et qu'en fait, il faut vraiment travailler cette partie-là. Mais je reviendrai en fait dessus s'il y a des questions après. Parfait. Alors, on va dérouler. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et moi, je trouve que ton expérience est extraordinaire. Donc, voilà, voyons maintenant pourquoi tout le monde est là autour de ce webinaire. La plupart, c'est parce que vous êtes prêts à prendre le contrôle de votre futur. Vous voulez du sens et pas seulement un nouveau poste, mais vous voulez une entreprise à piloter. Vous avez besoin d'une méthode pour acheter cette entreprise avec une feuille de route très claire et des bons outils. Et vous pensez que c'est le bon moment car il y a des milliers d'entreprises rentables sans repreneur et vous pourriez être la solution. Alors, si c'est pas maintenant, quand est-ce que ça peut être? Il faut y aller à fond. Et donc ce webinaire est vraiment fait pour vous si vous êtes un cadre entre 35 et 60 ans, si vous connaissez bien un secteur ou une fonction et que vous voulez reprendre une entreprise dans ce domaine. Vous souhaitez reprendre une PME rentable avec un EBITDA entre 1 million et 5 millions d'euros, seul ou avec un associé. C'est également pour vous, si vous venez de quitter votre poste et que vous sentez ou que vous sentez que ça va arriver, vous adorez le travail en équipe et vous voulez vraiment diriger une entreprise et vous êtes prêt à vous engager à fond. Vous ne voulez pas attendre et vous voulez vraiment construire quelque chose qui vous ressemble. Vous pouvez aussi être là parce que vous avez besoin de développer l'entreprise familiale, mais vous n'avez jamais réalisé d'acquisition. Vous sentez aussi que c'est le bon moment, vous percevez l'opportunité dans votre niche ou dans votre secteur. Par contre, il vous manque la confiance et des outils pour passer à l'action. Donc, regardons ensemble les trois secrets des investisseurs professionnels, car il n'y a rien de sorcier au fait de racheter une entreprise. Ils le savent depuis des vingtaines d'années, et ça, vous pouvez aussi l'utiliser pour acquérir votre première entreprise. D'abord, c'est beaucoup moins risqué de racheter une boîte que d'en créer une, et pourtant tout le monde se rue vers la création d'entreprise. Le taux d'échec des startups, il est énorme. Il y a plus de 88% des startups qui échouent dans les 5 premières années, alors que si vous reprenez l'entreprise, vous rentrez dans les chaussons de quelque chose qui existe avec un produit, un service et un parcours client. Et donc, vous avez un vrai avantage pour redynamiser potentiellement cette entreprise. Le risque, il va être connu à l'avance parce que vous allez faire vos analyses et il est maîtrisable. On va voir ce chiffre-là qui fait dresser les cheveux sur la tête de François Joseph. Ils ont annoncé, enfin BPI France a annoncé qu'il y avait à peu près 500 000 entreprises dont les patrons sont en âge de partir à la retraite. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tout lâcher. Et comprenez-les, parce que certains travaillent jusqu'à 88 ans, ou comme Molière, ils meurent sur scène d'épuisement. Et en tous les cas, à peu près 60% de ces entreprises ne sont pas visibles parce qu'il n'y a pas de plan de succession organisé. Et on peut se dire que la fenêtre de tir, elle démarre en 2025, mais elle peut s'y tirer jusqu'en 2060. Donc l'idée, c'est que vous ayez en tête le calendrier d'acquisition, parce que finalement, on peut très bien réussir entre 11 à 14 mois, voire même
si vous êtes prêt avant et si vous avez commencé vos démarches alors que vous êtes toujours en poste au bout de 6 mois. Il y a un temps de préparation qu'il ne faut pas négliger. Il y a un temps pour originer et faire venir en fait des projets à soi. On fait des LOI comme on embat une carte dans un jeu de poker. C'est pour aller voir, c'est pour aller en direct avec le vendeur et pour aller voir le site et l'équipe de management. Derrière, on peut faire des analyses et on continue à négocier les clauses pour racheter l'entreprise et pour passer du côté du rôle de DG. Mais il faut savoir créer son deal flow, il faut savoir sélectionner et analyser les entreprises et être vraiment comme un investisseur professionnel, ne pas passer son temps à regarder tout ce qui vient dans votre sillage. Et derrière, il ne faut pas hésiter à faire des offres parce que finalement, très peu vont être retenus. En réalité, sur 100 dossiers qu'on regarde, on peut en analyser 10 et on arrivera à en closer qu'un seul. Donc c'est 1% et il faut savoir se générer autant de deals que l'on peut pour arriver à clôturer une transaction. Alors qu'est-ce qu'ils font les entrepreneurs, enfin, qu'est-ce qu'ils font les investisseurs en private equity? Ils sont prêts pour un marathon et ils ont une discipline pour aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que par étapes, ils construisent leur deal flow. Ensuite, ils les sélectionnent, ils vérifient les 5 métriques clés, qui sont le chiffre d'affaires, la marge EBITDA, les clients et puis l'évolution du chiffre d'affaires, mais aussi des signaux très forts. Est-ce qu'il y a de la trésorerie et est-ce que la société paie, paie des impôts? Parce que ça montre qu'une entreprise est rentable. Une fois qu'on paye de l'impôt, c'est qu'on n'a pas pu le cacher et qu'on n'a pas pu mettre des charges. Mais derrière, ils ont un process qui est vraiment très discipliné, c'est-à-dire qu'ils se focalisent sur là où ils ont de l'intérêt pour acheter. Ils réévaluent constamment en fonction des données qui leur viennent, parce que vous allez voir, vous allez recevoir de l'information au compte-gouttes. Et ils réitèrent leur intérêt et la valeur de l'entreprise proposée avec des experts extérieurs ou avec un comité d'investissement extérieur pour ne pas avoir en fait une surchauffe et pour ne pas tomber amoureux de la cible plus que ce qu'il ne faut. Ils font des offres, vous pouvez en avoir 5 ou 6 en même temps, c'est pas un souci. Et derrière, ils savent aussi structurer un capital intelligent qui n'est pas uniquement fondé sur de la dette bancaire, parce que souvent les banques ne savent pas faire, notamment sur les deals de petite taille. Voilà, en résumé, le plus important, c'est de savoir construire votre deal flow, parce que 60% des cibles ne sont pas visibles et ne sont pas préparées, et on verra pourquoi avec François Joseph. Il faut aller au contact en direct, et c'est compliqué, parce qu'en fait, euh, plus de 60% de ces sociétés sont compliquées à approcher parce que vous n'avez pas les informations du propriétaire et on verra comment on peut faire en construisant une approche avec un CRM et une campagne de outreach tout automatisée. Ce sont des secteurs qui sont très fragmentés et donc il faut utiliser aujourd'hui de la tech pour pouvoir y aller. Mais maintenant, je laisse la place à qu'est-ce qui se passe dans la tête de vendeur avec François Joseph, qui va vraiment nous expliquer à cœur ouvert tout ce qu'il a, lui, vécu. François Joseph, J'active mon micro, comme ça c'est mieux. Écoute, merci. J'ai essayé de synthétiser ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu chez d'autres que j'accompagne depuis 2023. Petite parenthèse, je quitte Stardust début 2022. Je pars dans un projet tout de suite, constat d'échec au bout d'un an et demi. Et c'est à ce moment-là que je lance Scale to Sell, qui a vraiment comme vocation d'accompagner les dirigeants à passer un cap de croissance. Bon, au départ, je dis une chose, c'est scale to sell, donc avec vraiment l'objectif de vendre. Il faut se voir en fait que c'est un discours, et je le mets en préambule aussi, qui passe pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on en viendra après, il y a un certain tabou aussi dans la vente, et ça fait partie de la psychologie en fait du vendeur, c'est que le vendeur ne veut pas forcément dire largement à ses équipes, à ses partenaires, à ses clients qu'il va vendre. C'est plus vrai en France qu'ailleurs dans le monde. On voit dans d'autres pays, et notamment les pays anglo-saxons, qu'il n'y a aucun tabou avec l'argent, il n'y a aucun tabou avec le principe de vendre. Mais si on en revient à la psychologie du vendeur en particulier, il faut bien se dire une chose, c'est que dans la relation cédant-repreneur, il y a une question d'intime. On n'est pas en train de vendre une entreprise, on vend une histoire. Et ça va être
on va passer sur le slide juste après, ça va être une partie du grand malentendu. Tu peux passer, voilà. C'est une partie du grand malentendu, c'est qu'en fait, il y a d'un côté quelqu'un qui achète un futur, c'est vous, et qui voulait sécuriser des cash flows, qui voulait comprendre les risques, qui voulait comprendre l'autonomie, qui voulait comprendre comment l'entreprise fonctionne. Et d'un côté, un cédant qui va vous transmettre et qui va vous vendre des sacrifices qu'il a fait, une partie de son histoire, une partie de son identité, ses équipes avec qui il a construit des relations qui ont eu des hauts et qui ont eu des bas. Et il va aussi vendre une partie de sa réputation. Donc c'est quelque chose qui n'est pas trivial. Donc il y a ces deux différences de temps. Voilà. La psychologie du cédant et comment en fait il va vivre les échanges peuvent tout faire changer à différents niveaux. Déjà, comment se crée la relation? Est-ce qu'il y a une relation de confiance? Est-ce que quelqu'un qui... et d'ailleurs, ce serait mon conseil à un repreneur, c'est que quelqu'un qui cède alors qu'il n'y a pas de relation de confiance, de transparence qui s'est mis en place, c'est suspect. Dans la psychologie du cédant, le deal, la négociation, le prix, les conditions, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça se fait? Et ensuite, il y a tout le passage après de transmission et d'après-closing où, ben, en fonction de l'état psychologique du cédant, est-ce qu'il veut partir, est-ce qu'il veut rester, est-ce qu'il veut à moitié rester, ça change beaucoup de choses. Je pense qu'il y a une partie qui est importante à voir, si on peut passer à la slide d'après, c'est que j'ai dit le cédant dans cette présentation, mais il y a rarement un seul cédant. Il y a des cédants qui sont au cabis, qui sont les coactionnaires, alors avec mandat ou sans mandat sociaux, mais qui sont des parties prenantes complète du deal et de la transaction qui vont avoir parfois des attentes alignées, parfois des attentes complètement différentes de celles de votre interlocuteur. Et donc, il faut comprendre les leviers qu'ils ont comme influence sur la personne que vous avez face à vous. Et déjà, est-ce que vous avez peut-être toutes ces personnes face à vous ou qu'une partie de ces personnes face à vous? Ben, il y a l'entourage, la famille du cédant. Qu'est-ce qu'il va raconter à cette famille, à cet entourage? Alors j'ai mis la famille, mais c'est aussi les amis. Il y a des enjeux émotionnels quand on est dans une transaction par rapport à une entreprise familiale, mais il y a aussi des enjeux émotionnels quand on doit raconter quelque chose pour se réinventer derrière. Certains membres de la famille peuvent appuyer la transaction, comme certains d'autres peuvent au contraire la ralentir. Et donc, ça va être des leviers d'influence aussi à comprendre et à travailler et à analyser assez fortement. Il y a les conseils du cédant. Je pense que, en général, les gens sont bien entourés, mais ils sont entourés de personnes qui ont qui leur disent ce qu'ils ont envie d'entendre. Dans les conseils, il faut voir que certains, malgré tout, ont un intérêt à ce que le deal ne se fasse pas. Parce que le fait qu'un deal se fasse, c'est pour eux une lettre de mission qui disparaît. Donc, tout le monde n'est pas aligné avec un intérêt de reprise. Et puis, bah, il y a les équipes, notamment les équipes dirigeantes quand on est dans des entreprises plus structurées, qui n'ont pas forcément le même avis, qui pouvaient peut-être prétendre à reprendre l'entreprise et avec qui vous allez devoir composer et qui peuvent avoir aussi un levier psychologique sur le dirigeant pour le conseiller. Une des petites parenthèses sur ces équipes dirigeantes, c'est que c'est souvent le meilleur levier de lobbying sur le cédant aussi pour l'amener soit à la table des négociations, soit à accepter certaines conditions. Voilà. Le cédant, au moment où il va vendre, il y a une question de posture qui est importante. Et je vois deux complexes qui sont antagonistes, mais un complexe d'infériorité et un complexe de supériorité. Quand on approche le cédant ou quand le cédant se fait approcher, il peut y avoir un complexe d'infériorité. C'est que ce soit un repreneur individuel ou que ce soit un repreneur industriel, il peut y avoir ces deux complexes-là. Le complexe d'infériorité, pourquoi? C'est
ben, on en est, après un certain nombre d'années, que à ce niveau. Et on a face à soi quelqu'un qui a beaucoup de diplômes, qui a un parcours d'expérience, d'excellence, qui a des grands groupes, qui a une culture financière, qui a une expérience de deal, qui a déjà peut-être managé des équipes beaucoup plus grosses que celles qui sont dans l'entreprise, et qui a les codes, ou en tout cas qui affiche des codes du repreneur investisseur. Il y a paradoxalement aussi un complexe de supériorité. C'est que on vient challenger, poser des questions qui parfois peuvent être naïves, et la personne a un peu l'impression qu'on cherche à lui apprendre son métier, ou par le challenger, on va dire, le heurter dans certaines de ses subtilités, parce qu'en fait, lui, il connaît le terrain, il connaît la réalité, et si malgré tout, il est face à vous aujourd'hui, c'est qu'il a réussi en fait à faire quelque chose qui est attractif. Moi, j'aime beaucoup une phrase du fondateur de KKR qui dit on ne vend pas une entreprise, on l'achète. Et donc, en fait, il y a toute cette question aussi de création de l'attractivité qui fait qu'à un moment ou à un autre, ben, on va dire, il y a une rencontre. C'est que le cédant, malgré tout, il a sa légitimité qui a fait qu'à un moment ou à un autre, vous êtes face à lui, et dans le deal se joue cette seule légitimité. Voilà. Vouloir vendre confie un mandat ne veut pas dire qu'on est prêt à vendre. J'en ai fait la meilleure expérience il n'y a pas très longtemps, où j'ai accompagné une société d'une belle taille, une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, où le jour où il y a eu la possibilité de vendre, et ben en fait le fondateur qui malgré tout aspire dans son discours à une belle retraite, dit ben, désolé mais je ne suis pas prêt, ou en tout cas sabote le processus. Donc en fait, entre le moment où il y a le je veux vendre et je dis que je veux vendre, et le moment où on a vraiment vendu, il y a tout un cycle de deuil qui est à mettre en place et que va vivre le cédant, et que vous, en tant que repreneur, allez devoir en partie accompagner, mais sans pour autant être, comment dire, bon, je vais anticiper sur un slide futur, mais être le psy. Il faut voir aussi une chose, c'est que vendre, c'est mourir un peu. Beaucoup d'entreprises qui sont à reprendre aujourd'hui, c'est parce que le dirigeant doit partir à la retraite, et que malgré tout, la retraite, ça veut dire qu'à un moment, on se sent moins utile, ou en tout cas, on se sent plus utile dans une production et création de valeur, que vendre, c'est pour beaucoup céder l'œuvre d'une vie. Et donc, du coup, il va y avoir, avant le fait de faire que les autres fassent votre propre deuil, soi-même faire le propre deuil de celui qu'on a été, de ce qu'on a réussi dans son parcours entrepreneurial, de ce qu'on a échoué, et de ce qu'on est dans la société. Voilà. Et donc, quand je dis vendre, c'est mourir un peu, c'est que c'est malgré tout, par la force du temps qui passe, quelque chose qui nous rapproche aussi d'une fin funeste. Il y a un ordre assez classique dans la préparation des entreprises qui désaligne. Pourquoi il désaligne? C'est que on va partir de ce qui peut paraître logique, en tout cas ce qui, moi, me paraît pas du tout logique, c'est qu'on va d'abord partir de l'objet qu'on veut vendre avant de partir de celui qui vend. On va préparer les chiffres, on va préparer les contrats, on va préparer l'organisation, on va vraiment nettoyer l'entreprise pour qu'elle soit, en tout cas, désirable. Ensuite, on va préparer les équipes pour qu'elles se fassent à l'idée qu'on va faire une vente, voire qu'elles soient porteuses de ce projet et qu'elles y adhèrent. Et enfin, le cédant va se préparer en dernier en se disant, bah, OK, maintenant, voilà, je vais vendre. Et en fait, c'est là où est la catastrophe. Il faut plutôt partir dans l'effort inverse. C'est pourquoi je veux vendre, comment je l'explique à mes équipes, et comment ensemble on construit un projet qui fait que l'entreprise est cédable, voilà, et est transmissible. Voilà. Les grands signaux que j'ai repérés d'incidents qui étaient désaligné, et en fait, il y en a un qui pour moi est hyper important, c'est le premier, c'est qu'il parle surtout du passé. Il n'arrive plus à projeter l'entreprise dans le futur, même s'il veut rester dans le futur. Il survalorise les sacrifices qu'il a dû faire. Il a parfois même d'ailleurs du mal à expliquer
les sacrifices et pourquoi il se retrouve aujourd'hui dans une situation où il veut vendre. Et il est hyper paradoxal entre des offres qu'il a pu avoir et qu'il n'a pas cédé à un moment et la valeur qu'il projette. Il va beaucoup mélanger les registres entre le prix, les équipes, l'histoire, le storytelling. Et puis, il peut avoir dans les différents échanges que vous avez un discours qui change. C'est pas que dû au déclin cognitif quand on dépasse 60 ans. C'est aussi parce qu'en fait, on ne sait plus et on commence à perdre pied parce qu'on ne s'est pas préparé et qu'on est justement sur le fameux cycle que je décrivais juste avant. Un cédant qui est désaligné va rarement dire non frontalement. Il va vous dire oui, mais ensuite, derrière, il va rajouter une complexité. Et c'est pour moi ça le principal signe de vigilance qu'il faut avoir. Les critiques et les questions, enfin, on peut voir en fait que les critiques et les questions, il ne les vit pas forcément bien. En fait, je pense qu'il faut vraiment regarder la première question à poser, à se poser, à creuser, c'est pourquoi vend-il vraiment et est-ce qu'il veut vraiment vendre? Moi, je distingue toujours trois motivations et j'aime pas dire que c'est des raisons, mais plutôt des motivations. Il y a celles qu'on va afficher et qui sont assez faciles à comprendre, qui sont plutôt rationnelles et socialement acceptables, de dire c'est le bon moment, je veux sécuriser mon patrimoine. Ah, je suis plus le bon manager, il y a quelqu'un qui se présente, j'ai mes limites et tout, voilà. Il y a celles qu'on dit accepter. Bah, je suis fatigué, j'ai plus envie de porter tout seul, voilà, ça fait tant d'années que je le fais, voilà. Puis j'ai envie de me projeter dans autre chose parce que j'ai déjà fait ça, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Et puis en fait, celle qu'on refuse de voir pendant très 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 longtemps. Le fait qu'on soit cramé, le fait qu'on risque aussi de rentrer dans un cycle d'échecs, le fait qu'on se sente plus légitime pour passer les prochaines étapes. Et puis aussi un besoin, malgré tout, de reconnaissance à travers le principe de vendre. Je ne vais pas dire que la littérature, mais la presse, les médias ont fait la vente comme on vend la vente comme une ligne d'arrivée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en ayant post-rationalisé, beaucoup interprété toutes les bêtises que j'ai fait, et j'ai fait d'énormes bêtises après ma vente. En fait, il ne faut pas voir l'entrepreneuriat comme un marathon, c'est faux. C'est la vie qui est un marathon et en fait, la vente n'est qu'un point de ravitaillement. Il faut le vendre comme tel et pas le vendre comme une ligne d'arrivée. Ben voilà, face à tout ça, il va y avoir des questions qui vont vous apporter plus de réponses que d'autres. Je vais faire un focus. Enfin, pour moi, je pense que celle sur laquelle vous devez vraiment vous concentrer au départ, c'est celle sur les motivations de la décision. Euh, Qu'est-ce qui le pousse en fait à vraiment vendre sur ce qui compte pour lui? Qu'est-ce qu'il veut absolument préserver dans une transaction, dans une transmission? Voilà. Et puis, malgré tout, poser des questions sur ce qui n'est pas visible, parce qu'en fait, il va être amené à se livrer. Il ne faut pas hésiter à poser des questions bêtes comme qu'est-ce qu'on doit comprendre que les chiffres ne disent pas. La position, pour moi, du bon repreneur, elle est la suivante, c'est qu'on vous n'êtes pas le psy, vous n'êtes pas le coach, vous êtes le successeur. Donc, vous n'êtes pas là pour l'aider à faire sa thérapie ou son deuil. Vous n'êtes pas là pour porter ses contradictions ou ses regrets. Vous êtes là pour comprendre ce qui va bloquer une transmission et une transition. Tout en créant votre propre vision et de l'incarner de façon à ce qu'elle soit crédible et rassurante par rapport aux équipes. Créer une confiance par rapport aux cédants pour qu'ils vous choisissent, parce qu'il peut avoir plusieurs offres, mais créer aussi une confiance vérifiable dans la durée par rapport aux équipes pour qu'elles adhèrent à votre projet. Donc, ouais. Anticiper le deuil, j'en ai parlé déjà un petit peu, mais voilà, c'est qu'il faut voir que ce deuil et cette perte, enfin, céder, c'est perdre plus que l'entreprise, c'est perdre un rôle et un statut. La personne n'a pas forcément l'histoire d'après, même si elle dit l'avoir, elle ne s'y projette pas forcément, c'est pas forcément quelque chose de concret. Malgré tout, en tant que dirigeant, il a une utilité quotidienne. Tout à l'heure, quand je parlais de mon grand-père qui est mort un mois après avoir
arrêté de travailler, c'est qu'en fait, en fait, dans les 8 dernières années de son entreprise, il était gérant de fait, voilà, mais en gros, son rôle constituait à ouvrir le portail le matin de l'usine, aller déposer des chèques à la banque, et il n'était plus le management de tous les jours, mais ça lui créait une utilité sociale, malgré tout, et une occupation. Euh, le jour où on arrête d'être cette personne-là, on se pose des questions métaphysiques et pour beaucoup, on rentre dans une grosse dépression. Et en fait, dans ce deuil, il y a aussi une version de soi qu'on perd. C'est une partie de ce qu'on est, de ce qu'on raconte et de comment on aime être vu. Et il faut un certain recul sur soi pour comprendre celui qu'on aime être, de quelle façon on aime être aimé. Ouais, je dirais même voilà. Dans le processus de vente, il va y avoir un sujet de miroir de la réalité. J'en ai parlé dans le grand malentendu du départ. Pour moi, c'est quelque chose qu'on revoit encore aujourd'hui, c'est que en tant que cédant, on valorise des sacrifices, on valorise des efforts qu'on a pu faire, qu'on a demandé aussi parfois aux autres autour de nous de faire. Il y a une espèce de comptabilité émotionnelle qui est légitime, mais qui est invisible et qui n'est pas valorisable. Et que vous, en tant qu'entrepreneur, vous n'allez pas, enfin, c'est pas parce que quelqu'un a tenu malgré des allées que vous allez lui offrir un premium sur sa vente. Voilà. Donc, en fait, au moment où le cédant et le repreneur se rencontrent, il y a un vrai choc de culture parce qu'on est dans deux cultures très différentes. Il y a quelqu'un qui a connu des sacrifices quand il y a quelqu'un qui a besoin de sécurité. Et c'est ça qui peut poser un problème de perception psychologique aussi. Après, voilà, le deuxième choc, c'est le choc de la valeur, qui est un peu le corollaire de ce que je viens de dire précédemment. C'est que d'un côté, il y a quelqu'un qui valorise des nuits blanches, quand d'un autre côté, quelqu'un va rechercher plutôt la récurrence de chiffre d'affaires. On ne met pas en tant que cédant ou en tant que repreneur les curseurs au même endroit et c'est quelque chose qui est important. Je ne l'ai pas reprécisé, mais pour moi, il y a une chose qui est très importante et quand j'accompagne des dirigeants, j'accompagne vraiment à travailler ces deux dimensions. C'est une entreprise, pour moi, pour qu'elle soit désirable, il y a deux dimensions importantes. La première, c'est est-ce qu'il y a des processus qui sont répétables, documentés, transmissible, parce que c'est ça qui va structurer la croissance future. Et parce qu'en fait, la croissance va être souvent d'optimiser ces processus. Et du coup aussi, c'est dans ces processus, comment on répartit le leadership? Est-ce que le leadership est réparti au niveau d'une personne, le cédant, les cédants, éventuellement, ou est-ce qu'il est réparti au niveau d'une équipe qui est remplaçable ou qui est, comment dire, interchangeable avec d'autres personnes? Et c'est une des grosses, un des gros points qui va faire que la valeur que vous allez proposer va être augmentée ou va être diminuée parce qu'en fait, c'est là où il y a vos risques de reprise. Voilà. La vente, il faut bien penser une chose, c'est que pendant qu'un cédant est en train de discuter avec vous ou avec d'autres personnes, lui, il a une double vie. Au revoir Florian. Il a une double vie, c'est que ben, pendant qu'il vend, les travaux continuent. Pendant qu'il est en train de vous transmettre sa société, il est malgré tout en train de s'assurer que la performance tient, que les équipes tiennent. Et ça crée, slide suivante, une vraie schizophrénie dans le processus de vente. C'est que, on doit être là sans savoir qu'on sera là demain. On doit partir sans être déjà parti. Donc, il faut se préparer à se détacher sans se désinvestir, transmettre sans abandonner et négocier aussi sans se trahir. Une des choses qui est importante pour moi, c'est que globalement, dans toutes les personnes que j'ai vues, 90% de leurs conseils leur ont dit, de toute façon, tant que tu n'as pas l'argent sur ton compte en banque, considère que le deal n'est pas fait. Ce qui est probablement pour moi un des pires conseils. Parce qu'en fait, ça ne permet pas justement de préparer l'après de façon pertinente. Euh, la vente, d'un point de vue de cédant comme un point de vue de repreneur, pour moi, ça doit être surtout un projet de ce qu'on fait derrière, de comment on le fait.
Et donc, avec ce conseil qui est de dire, considère que c'est pas fait tant que tu n'as pas l'argent sur ton compte, et bien, en fait, c'est la meilleure façon d'empêcher tout le monde de se projeter et de réussir son intégration. Enfin, en tout cas, votre atterrissage ou l'intégration dans un groupe. Euh, voilà, c'est l'intégration. Pour moi, elle doit se préparer bien avant la vente. Euh, je ne veux pas dire que dès le premier contact, mais presque en fait, dès le premier contact, on doit être dans comment je vais intégrer ou comment je vais me faire accepter par ces équipes. Voilà. Et en fait, avec ce côté schizophrénique de la vente, on n'y arrive pas. Il faut voir aussi que ce côté schizophrénique, qui peut être renforcé par les questions qu'on est amené à poser, qui ont toujours une double lecture. Nous, enfin, vous, en tant que repreneur, vous allez vous demander pourquoi, quand vous analysez un portefeuille, il y a un client qui représente une part importante du chiffre d'affaires. En tant que cédant, on va se dire, mais en fait, il me reproche d'avoir mal construit mon portefeuille. Je pense à une boîte avec laquelle j'étais amené à travailler qui avait en fait quatre clients qui représentaient 80% du chiffre d'affaires. En fait, c'est peut-être structurel par rapport au marché. Voilà. Donc, c'est pas, enfin, toutes les questions qu'on est amené à poser ont une double lecture et peuvent, à un moment ou à un autre, heurter une sensibilité, voire rompre une confiance que vous commencez à bâtir. Donc, le fond, enfin, la forme compte autant que le fond, en fait, dans les questions qu'on va être amené à poser. Il y a un point important, on est en France et il y a un certain tabou sur l'argent. C'est qu'en fait, comment dire, euh, je vais vendre, mais que mes équipes, enfin, que vont penser les autres par rapport à cette somme d'argent. Et moi, je vais être honnête, j'ai, après la vente, réussi malheureusement l'exploit de m'engueuler avec mon associé. Et en fait, je pense que tout vient en fait de cette question-là. Un jour, elle me l'a posée en me disant, mais tu penses pas que les gens vont se dire, ils ont vendu et ils n'en ont rien eu à faire. Moi, j'ai eu la réponse bête qui était de dire, on n'empêche pas les gens de penser ce qu'ils ont envie de penser. Et je pense en fait que par rapport à ce tabou de l'argent, c'est quelque chose d'assez important. En fait, oui, effectivement, en tant que cédant, on encaisse une partie de chiffre d'affaires, mais qu'en fait, en face, les gens ne voient pas forcément les sacrifices qu'il peut y avoir. Que ce soit les équipes qui vous ont accompagné, qui ont l'impression qu'elles ont été monétisées dans ce deal, des clients qui peuvent être fidèles, qui ont été monétisés réellement dans le deal. Les sacrifices que vous avez pu faire en tant que fondateur, ils ont une valeur qui, en fait, même si c'est pas vous qui les valorisez dans le montant que vous proposez, le fondateur va naturellement ramener ses sacrifices à un montant d'argent. Ou en tout cas, son entourage aussi peut le faire parce que l'entourage a eu des sacrifices qui sont à faire. Et puis, en fait, au moment où on va vendre, je parlais de l'héritage et de la réputation, j'anticipe un peu sur le slide d'après, c'est aussi au moment où on vend, on transmet des équipes. C'est pas uniquement une entreprise, c'est pas uniquement une personnalité morale qu'on va transmettre, mais il y a malgré tout une question de culture, d'histoire personnelle. D'ailleurs, histoire, il y a, pas un, il y a un S, et j'ai oublié de le corriger. Il y a des histoires qu'on transmet aux personnes en espérant qu'en fait, elles se poursuivent. Et c'est parfois là où, quelques mois, voire années après, il peut y avoir de la frustration et il peut y avoir des regrets qui arrivent chez le cédant de se dire, en fait, j'ai vendu pour un projet, mais il ne s'est pas passé. Quelle est ma part de responsabilité dans cette partie-là? C'est là où aussi où le cédant a besoin d'être rassuré, parce qu'en fait, il a besoin de comprendre que la vente, je dirais que la vente, un peu, c'est comme un mariage aussi, ou en tout cas comme se passaient les mariages avant, c'est qu'on essaye d'aligner les valeurs plus que d'aligner des montants, en fait, aujourd'hui. Ouais. Moi, en conclusion, voilà, la bonne posture en fait que je recommande à un repreneur, c'est de chercher à comprendre sans surpayer et reconnaître sans promettre. Il y a une histoire, il y a une personne qui a incarné cette histoire, il y a des risques qu'il faut objectiver, qui peuvent être compris sans pour autant être mal pris. Un risque, il s'explique et il ne faut pas croire que le cédant va le découvrir dans votre poche. Malgré tout, les cédants connaissent bien leur société. Même s'ils ne veulent pas tout reconnaître, ils les connaissent bien. Il faut oser poser des questions difficiles parce que c'est de ces questions difficiles qu'on construit un point qui est important en dehors de la LOI dont parlait Agnès avant, qui est la garantie actif-passif.
qui a un point de frustration qui peut qui peut être deal breaker à un moment ou à un autre. Et puis en fait, je dirais que pour synthétiser, tout se passe dans la confiance et comment on crée la confiance entre vous et eux. Voilà. Parfait, c'était super, vraiment super dans le détail et sans filtre. Et véritablement, merci François-Joseph, parce que c'est pas toujours facile de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un vendeur, parce que on ne l'a jamais, on n'a jamais été à sa place, en tous les cas, pas quand on rachète une entreprise, Mais on un le vendeur fera n'a dans pas été quelques années. un vendeur n'a pas été repreneur et l'exercice inverse est très intéressant aussi. Voilà, Voilà. exactement. Alors maintenant, on va rapidement voir ce qui peut vous freiner et ce qu'il faut éviter comme situation, mais attention, ça c'est un point de vue d'un investisseur professionnel parce que ce genre de situation, quand on les a vécues, on conduit à des risques vérifiés qui se sont matérialisés. Alors, les 5 mauvaises raisons, je ne veux plus en entendre parler. C'est risqué, on a vu que c'est beaucoup moins risqué que de créer une entreprise. Je ne connais rien en finance, on a vu que pour analyser l'entreprise au début, vous n'avez pas besoin d'être un crack, ni un expert comptable. Il n'y a pas beaucoup de cibles, il y en a plein, mais c'est tellement fragmenté. Et puis, il faut aller convaincre surtout le vendeur, parce que c'est ça le jeu suprême. Je n'ai pas de réseau professionnel. Organiser un deal flow, ça passe par une approche professionnelle et pas que uniquement votre réseau physique à vous. Je n'ai pas les financements. Je suis rapidement passé dessus, mais en fait, dès que vous avez un projet industriel intelligent qui va créer de la valeur, vous allez être suivi par plein de monde. Légalement, les situations à éviter, absolument, en tout cas quand on est un primo repreneur, c'est quand vous voyez que la banque de la cible, elle n'est pas très chaude pour participer au financement d'acquisition. Ça peut révéler des faiblesses dans l'entreprise. La banque, elle a peut-être envie de sortir. Le vendeur ne veut pas accompagner la reprise. Alors, dans certains cas, c'est pas terrible parce qu'il veut juste partir. Mais enfin, après, il faut vraiment comprendre ce qu'il a en tête et quel est son projet d'après. Quand la trésorerie est négative, parce qu'en fait, vous n'allez jamais savoir si les paiements fournisseurs sont faits correctement, uniquement, vous le saurez que quand vous êtes dans l'entreprise et vous êtes peut-être que vous allez avoir un découvert beaucoup plus important. Quand il y a un gros changement de logiciel métier en cours, parce qu'en fait, 50% des cas, ça se passe mal, donc vous allez récupérer peut-être une entreprise qui n'a plus de gouvernail. Quand un plan de développement sur un produit ou sur un service n'a jamais été testé, c'est-à-dire c'est pas à vous à acheter quelque chose qui n'a pas été vérifié, ou tout au moins la valeur derrière euh, n'est pas encore là. Et puis également, quand le chiffre d'affaires repose sur 2 clients seulement, c'est assez risqué de rentrer dans une entreprise de ce type, sauf à dire que vous allez comprendre pourquoi justement ce sont les 2 plus gros clients de cette niche et vous êtes à l'aise avec. Euh, on va passer maintenant très rapidement sur la méthode du private equity qui aujourd'hui est dopée par la tech. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que vous n'avez pas besoin d'avoir une équipe d'analyse financiers pour vous aider à racheter une entreprise. Aujourd'hui, avec certains outils, alors ici je nomme Make, Airtable et ChatGPT utilisés avec une interface, vous pouvez aller ratisser, automatiser tout ce qui se passe sur un produit ou dans une industrie du secteur dans lequel vous voulez racheter. Vous pouvez également automatiser la recherche de cibles avec des campagnes automatisées qui vont brasser des grosses bases de données et vous ramener des éléments pertinents, notamment sur ce qui se passe dans ces entreprises, et puis également les liens de connexion avec les fondateurs ou les patrons. Vous pouvez également utiliser plein d'outils. Nous, aujourd'hui, on a utilisé Gamma pour nous aider à faire cette présentation. En quelques minutes, vous pouvez rédiger, structurer des mémos qui sont de très bons mémos pour aller convaincre soit des investisseurs, soit des banquiers. Vous pouvez également analyser vos premiers documents juridiques, les LOI. Aujourd'hui, une LOI, après avoir monté la première, vous pouvez juste passer une heure à changer vraiment et à l'adapter en fonction du contexte. Mais ce qui pouvait prendre 3 à 4 jours avant, aujourd'hui, est vraiment facilité par de la tech. Voilà, j'ai une partie sur la tech beaucoup plus complète, bien entendu, dans mon programme que je vais vous présenter parce que c'est vraiment apprendre, comme on dit, on apprend en nageant, à nager en nageant. Ici, vous allez apprendre en faisant avec la bonne méthode des investisseurs, avec du conseil approprié et des outils qui vont vous aider à franchir le cap. Maintenant, c'est plutôt une question que j'ai pour vous. Est-ce que vous êtes prêt à franchir le cap? Maintenant, vous avez compris ce qui se passe dans la tête d'un vendeur. Est-ce que vous êtes convaincu d'augmenter vos chances de succès en appliquant la méthode des investisseurs professionnels? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager à fond dans ce processus structuré
pour acquérir votre première entreprise? Êtes-vous prêt à rejoindre aussi une communauté de repreneurs ambitieux qui avancent ensemble et qui vont garder le momentum jusqu'à ce qu'ils y arrivent? Mais si vous désirez vraiment diriger une entreprise, si votre rêve a toujours été d'être chef d'entreprise, que vous voulez accélérer la croissance et créer la valeur pour vous, il faut continuer avec un vrai programme, un accélérateur qui va vous permettre de racheter cette PME rentable avec confiance et avec un accompagnement et en essayant de le faire dans moins de 12 mois. Donc, il y a cette méthodologie, il y a un support expert, il y a des outils tech intelligents. Tout ça, c'est à votre disposition avec un programme qui fonctionne étape par étape, sans brûler une étape par rapport à une autre, car définir votre stratégie et votre approche, c'est clé pour pouvoir justement bien passer auprès de vendeurs ou de pré-vendeurs potentiels. Savoir comment on génère du deal flow, c'est aussi très important de le lancer avec des multiples canaux au démarrage, puis ensuite de savoir analyser et valider les cibles qui font votre affaire. Savoir faire une offre rapidement avec bien sûr des conditions, mais de manière à ce que vous puissiez aller discuter en direct avec le vendeur et d'aller voir le site et l'équipe de management pour vous faire une idée, parce que vous allez peut-être pas ressentir la même confiance de vous retrouver dans cette entreprise et d'y aller tous les jours. Savoir faire une offre en moins de 3 mois, c'est possible. Savoir finaliser votre deal en moins de 12 mois avec des gens qui vont vous aider dans les due deals, c'est aussi possible. Maintenant, c'est un peu à moi de vous poser la question. À votre avis, quelle est la meilleure approche pour réussir votre acquisition? Est-ce que c'est en solo, travailler tout seul, sans cadre méthodologique, avec une motivation qui va s'éroder au fil des mois quand vous allez vous faire rejeter de certains processus, ou avec une vraie méthodologie CEO Fast Track qui est adaptée aux PME avec un accès à des professionnels de l'investissement? Un de mes clients m'a confirmé, lorsque vous commencez à chercher à racheter une entreprise, être accompagné par un expert est crucial parce que vous allez devoir remettre tous les jours en question les biais, qu'ils viennent du vendeur ou des conseils. Il faut que vous exigiez des preuves pour ne pas vous faire avoir à chaque étape et tout ceci, ça s'organise. Il ne faut pas que vous ayez à vous dire un jour, j'aurais pu franchir le cap, mince, je ne l'ai pas fait. Donc, si vous êtes convaincu d'être bien accompagné, que être bien accompagné, ça augmentera vos chances de succès. Si vous êtes prêt à parier sur vous-même, car il faut faire un petit investissement, ce n'est pas un coût, mais c'est ce qui va vous permettre de décupler vos chances de réussite. Et si vous dites que c'est vraiment votre moment dès aujourd'hui, alors, on continue. Si ce n'est pas le cas, c'est OK, c'est que votre projet n'est pas encore mûr, n'est pas encore prêt. Vous pouvez tout à fait continuer à réfléchir et revenir. Mais maintenant, si tel est bien votre projet, savoir combien cela vous coûte de ne pas avoir la bonne stratégie tous les jours, de faire cavalier seul par rapport à avoir le bon accompagnement, ça c'est très important, car un bon accompagnement ne va pas vous coûter de l'argent, mais va juste vous faire gagner du temps, vous faire éviter des erreurs et des opportunités manquées, car n'oubliez pas que passer 18 mois à rechercher à racheter une entreprise sans que ça soit couronné de succès, c'est 18 mois où vous ne faites pas rentrer d'argent et vous pouvez aussi vous retrouver hors marché. Voilà cette valeur totale dans un programme d'accompagnement. Je vous le remets. C'est vital que vous sachiez garder votre momentum et que vous alliez jusqu'au bout, avec notamment, dans ce cas précis, savoir utiliser des cas réels et des outils qui vont vous permettre d'accélérer. Si votre prochaine étape commence ici, comme je le souhaite, ne laissez pas passer cette opportunité. Venez discuter avec nous. Donc, je vais vous laisser nos liens. Vous pouvez réserver des rendez-vous soit avec François-Joseph Viallon, si vous êtes plutôt du côté vendeur et que vous avez l'impression qu'il faut que vous vous prépariez, soit avec moi pour discuter sans engagement de votre projet, pour avoir un premier effet miroir. N'oubliez pas, le meilleur moment pour démarrer, c'était hier. Vous avez encore une chance de le faire aujourd'hui. Donc, jetez-vous à l'eau. Nous allons maintenant passer